Bonjour à tous, l'heure des pros, voici le sommaire ce matin. Richard Ferrand peut-il tenir? Le ministre de la Cohésion des Territoires est accusé de favoritisme envers sa compagne, des faits qui remontent à 2011. Rien d'illégal, a priori, sauf qu'au moment où on parle de moralisation de la vie publique, apprendre que l'épouse d'un ministre monte une société parce qu'elle a la certitude d'avoir un client est une anomalie dans le monde de l'entreprise. Ça ne se passe pas comme ça d'habitude. Vous avez d'abord une société et ensuite des clients. Pour ne rien arranger, Richard Ferrand a embauché son fils comme attaché parlementaire au printemps 2014 durant 4 mois, payé 6 800 €. C'est assez croustillant quand on se souvient que ce même Richard Ferrand n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer le comportement de François Fillon. Bref, toujours la même chanson, l'exemplarité, c'est pour les autres. Petits arrangements entre amis, en l'occurrence ça reste en famille. Jusqu'à présent, Emmanuel Macron soutient son ministre, mais à quel moment le lâchera-t-il? Le compte à rebours a-t-il commencé? C'est la question du jour. Et pour évoquer ce sujet, Élise Van Beneden, pardonnez-moi, je le prononce mal. Voilà, Van Beneden, vous êtes secrétaire générale Anticor. C'est quoi d'ailleurs Anticor? Anticor, c'est une association qui lutte contre la corruption et qui cherche à promouvoir la démocratie participative. Ça veut dire qu'on intervient dans des dossiers grâce à des agréments qu'on a auprès du garde des Sceaux et de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On peut représenter l'intérêt général et mettre en mouvement l'action. Et vous êtes intervenu déjà dans ce sujet, dans ce dossier? Sur Ferrand, non, on a pris position. Sur Ferrand. Mais et on va en parler évidemment. Il n'y a pas de poursuite envisagée. Dans cette émission. Isabelle Saporta, journaliste qui vient régulièrement nous voir. Sophie Obadia. Bonjour. Avocate. Oui, toujours. Et Charlotte Dornelas, journaliste, écrivain. C'est un plateau qui reflète non pas la diversité, mais la mixité, ce matin, la parité, voilà, je cherchais le mot, et Jérôme Béglé, on est en minorité, donc c'est plutôt rare. Parité, vous y allez. Ben non, mais c'est plutôt rare, et c'est finalement... La définition de la parité... Bon, oui, non mais c'est une bonne chose, vous voyez, c'est une très bonne chose que les garçons soient enfin minorité sur les plateaux de télévision. Bon, soyons sérieux, rappel des faits, qu'est-ce qu'on reproche? Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent pas précisément ce qu'on reproche à Richard Ferrand. Donc, rappel des faits, ce qu'on lui reproche. En 2011, Richard Ferrand est alors directeur général des Mutuelles de Bretagne. L'organisme souhaite louer des bureaux pour un nouveau centre de soins à Brest. 3 offres atterrissent sur la table, dont celle d'une société civile immobilière dénommée SACA, qui n'a pas d'existence légale et qui n'est même pas encore propriétaire des surfaces qu'elle propose à la location. À l'unanimité du conseil d'administration, c'est cette offre qui est choisie. Les locaux appartiennent à la compagne de Richard Ferrand. Selon le Canard enchaîné, 379 mètres carrés de bureaux en mauvais état. Le ministre justifie ce choix. L'instance de décision, je n'y siège pas. Ensuite, il est prouvé, et même écrit, que c'est le lieu le moins cher et le plus adapté. Donc je ne vois pas pourquoi il faudrait se justifier, alors que précisément, le conseil d'administration a pris une bonne décision, dont il se félicite d'ailleurs, et qu'il a renouvelé depuis. Une bonne affaire, confirme Rémi Salonne, l'actuel président des Mutuelles de Bretagne, qui rappelle également que Richard Ferrand n'est pas à l'origine de la décision. Je vous précise que c'est bien le président des Mutuelles de Bretagne, en fonction lors de la signature, qui a signé ce bail en toute connaissance de cause devant notaire, comme d'habitude. La polémique arrive au moment où le gouvernement s'apprête à mettre sur la table sa loi sur la moralisation de la vie politique. Alors, même après ce sujet, qui est pourtant assez clair, on a du mal précisément à savoir ce qu'on reproche, Jérôme Béglé, à Richard Ferrand. Il y a une sorte de zone grise. Est-ce que vous pouvez tenter de nous expliquer de manière très pédagogique ce qui est ou légal, illégal, ou moral, ou immoral? Alors, je me suis renseigné auprès de, comme on dit, professionnels de l'immobilier. Oui. Rien n'est illégal, mais tout est curieux. Il y a 3 étapes dans cette histoire, et ces 3 étapes... Monsieur ou Madame Michu, Monsieur Pro, Monsieur Béglé n'auraient pas pu en triompher, si j'ose dire. Premièrement, on retient une SCI qui est en cours de constitution et qui n'est pas encore propriétaire du bien qu'elle propose à la location. Normalement, pour une société normale, on aurait voulu avoir le bilan de cette société pour s'assurer qu'elle était sérieuse et qu'elle était vraiment propriétaire des locaux et surtout qu'elle avait l'habitude de faire ça. Là, on ne l'a pas fait. Donc, elle n'était pas montée, cette SCI. Elle n'existait pas au moment où le contrat est passé. Le contrat est passé en janvier 2011. Elle sera définitivement montée en février 2011. Bon, normalement, ça se passe jamais. Vous ou moi, on n'y arrive pas.
Deuxième étape, qu'on crée une SCI lorsqu'on est sûr que celle-ci va jouir de revenus. C'est-à-dire que vous avez un bien immobilier, vous le mettez dans la SCI et la SCI va se rembourser, en tout cas rembourser l'emprunt, par les loyers qu'elle va pouvoir avoir. Or, quand on commence à créer cette SCI, le contrat n'est pas passé. Par conséquent, ça étonne les professionnels de l'immobilier qu'on puisse mettre un bien dans une SCI alors que celle-ci n'a pas encore de revenus assurés. Donc là aussi, il y a une étrangeté. Il faut que l'actionnaire ou les actionnaires de cette SCI soient certains que les revenus vont arriver. Troisièmement, pour obtenir l'achat de ce bien immobilier, il y a eu un emprunt. Là aussi, pour que la banque prête de l'argent, elle doit s'assurer que la société existe, il faut normalement 3 ans de bilan, me dit-on. Là, il n'y avait même pas un an de bilan puisqu'elle venait d'être créée. Et il faut s'assurer que cet emprunt sera remboursé. Et il faut donc que ce soit une entreprise qui existe. Sauf s'il y a caution, peut-être. Sauf si les actionnaires sont des vrais professionnels de l'immobilier. Ça n'est pas ce que l'on apprend. Et éventuellement qu'il y a une caution, mais quelqu'un de très sérieux. Là aussi, si quelqu'un sur le plateau veut organiser cette société, veut la créer, nous n'y arriverons pas. C'est-à-dire qu'on ne vous prêtera pas l'argent. Non. La banque ne vous prêtera pas l'argent parce que vous n'avez pas 3 ans d'existence, vous n'avez pas de bilan. Vous n'avez pas le bilan, vous n'avez pas le sérieux, en tout cas l'habitude. Bon. Donc dans ces 3 étapes, il y a eu 3 coups de pouce. Ces coups de pouce ne sont pas illégaux, me semble-t-il, mais en tout cas, ça montre quand même qu'on savait, on peut en déduire que l'on savait à qui ces locaux allaient être loués et qu'il n'y avait pas de problème de financement pour cette opération. Mais si moi je suis en concurrence, par exemple, avec cette SCI, avec l'épouse de Madame Ferrand, si je veux aller porter plainte demain matin en disant moi j'ai été défavorisé parce que je n'ai même pas pu être. Il y a un avocat sur le plateau, je laisse l'avocat répondre. C'est une question toute simple d'ailleurs. Pour les professionnels de l'immobilier, dans un monde normal, ces 3 opérations ne peuvent pas s'enclencher les unes derrière les autres. Voilà. Ça, c'est les faits. Ça, pour le coup, c'est les faits. Après, chacun a son avis. Est-ce que c'est moral, pas moral ? On peut y ajouter qu'il s'agit d'une femme avocat, qui plus est, dont le métier ne constitue pas normalement le fait de donner un bail des biens. Ce n'est pas une professionnelle de l'immobilier. Et pour répondre à votre question, Pascal, je pense que véritablement les 2 autres personnes qui ont été mises, je dirais, en dehors du coup, celles qui n'ont pas eu le contrat, sont certainement celles qui ont donné l'information au Canard enchaîné. Voilà, pour répondre. Oui. Et quand le président des Mutuelles de Bretagne dit c'est moi qui ai signé, c'est pas Richard Ferrand, là il nous prend pour des imbéciles parce qu'il était directeur des Mutuelles de Bretagne. Il n'était pas le président parce qu'il signait pas, mais il était le directeur. Donc dans la communication, j'ai l'impression qu'il nous prend un peu pour des imbéciles. On a le droit. Je veux dire, si demain une de vos filles veut un stage et que vous la mettez à CNews, on va pas vous dire c'est scandaleux. Mais vous n'allez pas non plus dire je n'y suis pour rien et c'est pas ma fille. Bon, donc on a tous le droit. C'est pas honteux d'avantager son époux, son épouse, ses enfants. Simplement, à un moment donné, quand on dit écoutez, je n'y suis pour rien, non. Il y a un problème de communication. Encore une fois, que M. Ferrand veuille mettre sa compagne de l'époque à l'abri du besoin et dans d'autres circonstances veuille que son fils ait un stage d'été, un boulot d'été, pourquoi pas ? Après ça, c'est le deuxième volet. Après, écoutez, non, j'y étais pour rien, je l'ai appris comme ça par hasard. Et on nous prend un peu pour des imbéciles et c'est vrai que c'est toujours pareil. Que les hommes politiques, dans leur défense et dans leur communication, sont d'une maladresse qui à chaque fois me laisse pantois. On va en parler de la com, mais vraiment sur le fond. Ce n'est pas pénal, voilà. Voilà, sur le fond. Sur le fond, ce n'est pas une infraction, ça c'est certain. Élise Van Benenden, je rappelle que vous êtes secrétaire générale d'Anticor. Bon, oui, quelle est votre position sur ce sujet ? Écoutez, nous, on n'est pas vraiment, en tout cas, pour la question des mutuelles de Bretagne, on n'est pas vraiment dans l'objet social d'Anticor, puisqu'il s'agit d'une société privée qui, a priori, ne gère pas d'argent public. Donc il n'y a pas de subvention, donc il n'y aurait pas, comme dans d'autres cas, de l'utilisation d'argent public qui pourrait être... c'est vrai, sauf que le mutualisme, c'est en droit, je dirais, un statut qui est entre le privé et le public. L'action mutuelle en France, c'est une spécificité, c'est pas loin de l'argent public. Vous pourriez vous y intéresser si vous vouliez le faire. Mais je ne vous y encourage pas parce que je pense qu'au plan pénal, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas d'abus de confiance, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de prise illégale d'intérêt au sens Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de favoritisme ? Parce que le favoritisme est défini par le code pénal. C'est-à-dire, c'est le fait, effectivement, s'il y a de l'argent public, d'avoir favorisé. S'il y a de l'argent public. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'argent public au sens propre du terme dans cette affaire. C'est la raison pour laquelle ça échappe au droit pénal et que nous allons sur le terrain de la morale. Et on va en reparler parce que ce terrain est décidément très extensible et à géométrie variable en fonction des personnes politiques qui sont atteintes
atteinte par le scandale. Mais parce que notre thème ce matin, c'est lisez-le. L'exemplarité, c'est toujours pour les autres. Moi, souvent, on a dit ça autour de cette table. Je crois que l'exemplarité, finalement, elle devrait être pour tous les Français. Parce que je le dis vraiment vous avez bien compris ce que je dis. Non, mais je le dis. L'exemplarité, c'est toujours pour les autres. C'est quand c'est toi qui es au centre d'une affaire, tu dis, mais moi, j'y suis pour rien. Non, c'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde est en demande, je dirais, de blanchiment, non pas d'argent, mais de la pensée et des pratiques politiques. Mais en réalité, je crois quand même que les Français ont un problème avec la fraude d'une manière générale. Ce que je pense concrètement, c'est qu'on demande aux hommes politiques de laver plus blanc que blanc, mais soi-même, c'est-à-dire chacun des Français ne déclare pas forcément l'ISF comme il devrait le déclarer, fraude dans la majorité des cas. Donc on devrait aussi peut-être savoir que la vertu, on a la vertu qu'on mérite. Je pense que les Français ne sont pas non plus les plus vertueux. Voilà ce que je pense fondamentalement. Bon, on termine avec vous et après Isabelle Saporta prendra la parole. Je dirais un peu en opposition qu'on demande de l'exemplarité à des élus parce qu'ils sont élus et qu'ils représentent Oui, mais tout le monde doit être vertueux. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais quelle est votre position précisément sur ce dossier? Est-ce que sur ce dossier vous ferez rien? Est-ce que vous avez un avis? Est-ce que ça va changer? En l'état, avec les informations qu'on a, on ne fera rien parce que ça rentre même pas dans l'objet social d'Anticor à partir du moment où il n'y a pas d'argent public, donc il n'y a pas de marché public. Voilà. Après, il pourrait peut-être y avoir une responsabilité donc sur le plan civil, mais je pense que dans ce cas-là, la responsabilité, elle serait envers les membres des mutuelles. On n'a pas beaucoup d'informations, par exemple, financières sur... on sait que le locataire a payé les travaux, donc de réaménagement, pour presque 200 000 euros. Ça, c'est classique, par exemple, que ce soit le locataire? C'est pas forcément classique, mais disons, il y a des arrangements... C'est un petit coup de pouce, quand même. Ça change le prix. Ça change le prix, en fait. La question, c'est de savoir, est-ce que... C'est un centre de soins, donc par définition, il fallait faire des travaux, en conformité avec l'objet de la location. C'est l'impact sur le prix. Jérôme Béglé. Exactement, la question est là. Cette location était moins-disante par rapport aux deux autres dossiers, nous dit-on. Mais moins-disante en rajoutant les 200 et quelques mille euros de travaux. Et après tout, c'est normal que puisque ce local proposé était en moins bon état sans doute que les deux autres, que le loyer proposé, le loyer demandé soit inférieur. Donc là aussi, il faudrait qu'on ait tout. Si les deux autres avaient proposé un loyer supérieur, mais qu'il n'y avait que 100 000 euros ou 80 000 euros de travaux... Qui ne se sont pas manifestés, manifestement. Je suis assez d'accord avec Maître Badia. C'est eux qui ont balancé au canard enchaîné. C'est l'un des deux. Ce serait pas illogique. Bon, alors en France, un des objectifs, c'est de protéger les lanceurs d'alerte. Je vous le rappelle. Oui. Non, mais je dis que ce serait pas illogique. Je ne jette l'opprobre sur personne. Mais après tout, pourquoi pas? Bon, on n'a pas encore suffisamment d'éléments, disons, pour voir s'il peut potentiellement y avoir une responsabilité civile. Il faut plus d'éléments, et notamment financiers. Bon, Isabelle Saporta, tour de table. Quel est votre sentiment sur cette affaire? Non, moi d'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, Maître Badia, parce qu'en fait, je suis assez choquée par cette espèce de façon, et je trouve que c'est vraiment, et là on est vraiment dans de la vieille politique. Le référent est en train de faire de la vieille politique, et vous, madame, excusez-moi, vous êtes en train de faire aussi de la vieille politique. C'est-à-dire de jeter l'opprobre sur le français en disant, finalement, vous n'avez que ce que vous méritez parce que vous-même, vous n'êtes pas blanc-bleu. Je trouve que c'est vraiment lamentable. Permettez-moi de vous le dire. Et par ailleurs, effectivement, on est dans la vieille politique, c'est-à-dire que Macron a été élu en disant qu'il allait tout rénover, que voilà, finalement, on allait rentrer dans une nouvelle ère et qu'on se rend compte qu'on n'est pas dans une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans quelque chose qui est sans doute pas illégal, mais qui renvoie à quelque chose de pas très agréable à voir, c'est-à-dire effectivement, bon bah voilà, je suis en place, je mets ma femme en place, je m'assure de ses revenus, je multiplie par 3000 les parts de sa SCI, et c'est vrai que c'est aujourd'hui inaudible. Je veux dire, on est arrivé, on a voulu effectivement un renouvellement de la vie politique, et on se retrouve avec des querelles qui sont insupportables à voir, et avec effectivement pas des magouilles, mais des petits arrangements entre soi qui ne donnent pas envie, c'est tout, quoi. Il faut quand même dire les choses. Oui, c'est du népotisme. Et c'est vrai que c'est insupportable. Et c'est vrai que si En Marche, c'est en marche arrière, ça donne pas du tout envie, quoi. Donc vous, par exemple, ça vous révolte, ça? Mais moi, ce qui me révolte, c'est qu'on... Vous ne dites pas, c'est une forme de chasse à l'homme, c'est pas très grave, j'aurais fait la même chose si c'était mon fiancé ou... Je veux dire, soyons honnêtes. Mais de toute façon, soyons honnêtes, est-ce que vous avez de quoi assurer à votre fiancé des revenus équivalents à ça? Soyons honnêtes, non. Aucun Français... Aucun Français moyen... Non, excusez-moi, parce que vous avez accaparé la parole suffisamment, je finis juste ce que j'ai à dire. Donc, si vous voulez, il y a un moment, il y a un truc qui est... Effectivement, on n'est pas du tout dans le même registre. Donc, le Français moyen, puisque nous faisons partie
des Français moyens ne peuvent pas, vous faites de la vieille communication. Ne peuvent pas placer leurs proches comme Ferrand est en train de placer les siens. Isabelle, donc ça, c'est là, vous évident. faites de la vieille communication. Et par ailleurs, après, si vous voulez, de dire, au fond, on les place parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'en plus, en Centre-Bretagne, avec des illettrés et des gens qui savent lire et écrire, alors qu'on est ministre de la cohésion territoriale, c'est insupportable. On va parler de la com. Donc, si vous voulez, ne dites pas que les journalistes sont des Français moyens. Ils bénéficient d'un salaire, bien souvent, qui est au-dessus de la moyenne. Vous et moi, nous n'avons pas le même. Hein. Non, mais... Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'effectivement, c'est d'ailleurs pour ça, parfois... de façon générationnelle sur les journalistes. Voilà. Isabelle, mais c'est pas grave. Hein. Mais laissez-moi, si vous donnez une chance modeste à ma démonstration, les gens qui nous écoutent, c'est aussi une des raisons pour lesquelles parfois, entre guillemets, ils sont en défiance sur les journalistes, c'est qu'ils ont le sentiment que les journalistes appartiennent eux-mêmes à une forme de caste de privilégiés et sont dans le monde de l'entre-soi. Donc, moi, j'essaye ici modestement de prouver chaque matin le contraire, mais les gens qui nous écoutent sont en défiance sur nos métiers. Il faut le savoir. Donc, on peut pas. En tout cas, nous n'avons pas de quoi offrir une SCI. Bon, je ferme la parenthèse. Effectivement, notre conjoint. Bon, voilà, oui, ça c'est clair. Alors ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc effectivement, après, on ne donne pas de leçon de morale aux autres. Charlotte Dornelas, qui ne s'est pas encore exprimée sur ce sujet, et après Sophie pourra répondre, bien évidemment. Alors, manifestement, on n'est plus forcément sur le terrain de la légalité, puisque tout est légal, mais on est sur le terrain de la morale. Mais alors, la morale, là encore, la morale, c'est pour les autres. Je veux dire, où commence la morale, où est-ce qu'elle se termine? C'est toujours les mêmes questions. Mais en fait, je pense que dans cette histoire, il y a deux manières de regarder l'histoire. Il y a le cas Richard Ferrand, ce qu'il a dit avant, les prises de position qu'il a prises qui rendent absolument insupportable, effectivement, l'affaire qui sort. Et il y a ensuite la question de la moralisation de la vie publique, la question de la morale, qui elle touche, sur qui on s'énerve ou pas, etc. Sur le cas de Richard Ferrand lui-même, là où on comprend assez mal sa défense, c'est que, alors déjà, il commence par dire c'est légal et c'était il y a 6 ans. C'est exactement ce qu'a fait Fillon. Mais c'est les mêmes mots. Depuis cette affaire-là, je suis fasciné, ce sont les mêmes mots. Voilà. Il a exactement la même et avant défense. Ça, c'était même boule puante. C'est-à-dire que Benjamin Griveaux a parlé, porte-parole d'En Marche, a parlé de boule puante. François Fillon a parlé de boule puante. C'est la même com, les mêmes mots et la même chronologie. C'est ça, c'est la même chronologie, la même défense, alors que Richard Ferrand était un de ceux qui n'avaient pas effectivement de mots assez durs, comme vous l'avez dit, contre François Fillon. Il appartient à une famille politique qui, pendant la campagne présidentielle, expliquait qu'en matière de conflit d'intérêts, si la question simplement se posait, il était normal qu'on la pose et qu'on s'énerve tous, quoi, alors qu'on n'a pas forcément les capacités de le faire, les informations suffisantes pour le faire, etc. C'est aussi lui qui portait, au moment de la question de la moralisation de la vie publique, qui disait on ne pourra pas rendre éligible quelqu'un qui favorise sa femme ou ses enfants. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui favorisent leur femme ou les enfants. Je trouve ça parfaitement normal dans la mesure où c'est fait de manière effectivement légale et juste. C'est normal qu'on ait envie effectivement d'embaucher son fils pour faire un stage, qu'on ait envie de transmettre aussi ce qu'on fait en politique, c'est absolument normal. Simplement, on commence pas par dire on va rendre inéligibles tous les gens qui font ça pour découvrir 2 mois après qu'on l'a fait. C'est ça qui est inaudible. Donc dans le cas de Richard Ferrand, on a du mal à comprendre pourquoi il reste en place, en plus avec effectivement une communication qui est exactement la même que Fillon, qui l'attaquait pour cette raison. Voilà. Donc après, j'imagine qu'on viendra à la question de la moralisation de la vie publique, où moi, effectivement, je vous rejoins assez sur le côté chasse à l'homme. On change de personne tous les 3 jours et c'est assez insupportable parce que le fond des... Certains récoltent parfois que leur pièce. C'est-à-dire que quand vous avez été chasseur à l'homme, et c'est terrible d'ailleurs, parce que comme tout aujourd'hui est archivé et tout ressort, les mots qu'on entend aujourd'hui de Richard Ferrand, ils se retournent évidemment contre lui, puisqu'il n'avait pas de mots assez durs contre François Fillon. Mais Fillon, c'était 850 000 € pour Pénélope et 85 000 pour ses enfants. Hein. Donc là, on est à 8 500 sur le oui, d'accord. Mais on n'est pas tout à fait dans la même... pas qu'ils aient travaillé, c'est qu'il n'ait éventuellement pas travaillé. C'est pas la même chose. On n'est pas du tout dans les mêmes scènes. Je suis d'accord avec vous. Qu'il y ait une différence de degré, personne ne le niera. Mais y a-t-il une différence de nature? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et effectivement, je ne sais pas si effectivement il n'y a pas comparable avec l'affaire Fillon. Ça, c'est sûr. Dans les électeurs, il y a une suspicion d'emploi fictif. Et d'ailleurs, le parquet financier refuse de se saisir de cette affaire. Hein. Non, parce qu'il n'y a pas d'indice pour l'instant que l'emploi est fictif, c'est-à-dire que la personne n'a pas travaillé. Là, on peut relier ça à des détournements de fonds publics. Il n'y a pas d'argent public, il n'y a pas d'indice, effectivement. Sophie Obadia. Alors, il y a de l'argent public. Vous avez raison, il y a de l'argent public pour le fils, puisqu'il a été embauché comme stagiaire. Donc, on pourrait considérer que là, oui, le parquet national financier est compétent.
Il était conseiller régional, donc il y a un lien avec la vie publique et la vie politique, donc on pourrait le considérer aussi, mais je l'ai déjà dit ici, Pascal, je pensais déjà, quand François Fillon a été poursuivi par le parquet national financier, et c'est pas de la vieille politique, qu'il n'était pas nécessairement compétent pour le faire. Et aujourd'hui, il nous dit « je ne suis pas compétent pour poursuivre ce type d'affaires ». Pourquoi ? Parce qu'il est compétent pour les affaires fiscales, de fraude à la TVA et de fraude complexe. Ce n'est pas une fraude complexe. De la même manière que je pensais que pour François Fillon, ce n'était pas non plus une fraude complexe et que le parquet de Paris était compétent. Et j'ai terminé sans agressivité, j'ai dû certainement mal m'exprimer, puisque ce n'est pas du tout de la vieille politique que je propose. C'est que tout le monde fasse son examen de conscience avant d'aller faire la chasse à l'homme. Je pense sincèrement, et ça n'a rien de de dire qu'effectivement, tout le monde n'est pas blanc, et avant de donner des leçons, il vaut mieux s'examiner. C'est tout ce que j'ai dit. On marque juste une petite virgule. Parlons de l'affaire Ferrand, puisqu'il faut bien l'appeler comme cela ce matin, et je vous représente ceux et celles qui sont avec nous. Élise Van Benenden, vous êtes secrétaire générale d'Anticor. Et vous... Pardon ? Adjointe. Secrétaire générale adjointe, et vous nous avez expliqué bien sûr que Anticor ne se saisirait pas de ce dossier et qu'il n'y a rien d'illégal dans les faits qu'on reproche aujourd'hui à Richard Ferrand. Isabelle Saporta, qui est journaliste, Jérôme Béglé, directeur adjoint du Point, Sophie Obadia, qui est avocate, et Charlotte Dornelas. On a parlé des faits. Je voudrais qu'on parle de la communication, parce que c'est Jérôme Béglé qui en parlait de cette communication. Et c'est vrai que là, c'est absolument aberrant. C'est-à-dire que la manière dont Richard Ferrand, disons-le là encore, c'est pas prendre parti que de dire ça, la manière dont il communique depuis le début est invraisemblable. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont quasiment les mêmes mots, en tout cas les mêmes expressions qu'au moment de la défense de François Fillon. Alors je ne sais pas si la fin sera identique, mais en tout cas c'est assez étrange de voir que d'abord on dit ah non, c'est ni illégal ni immoral. C'est une politique de boucle puante parce qu'on est à quelques jours, quelques semaines des élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Mais bon, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Et la quatrième étape, si j'ai bien compris, c'est quand même je démissionne, ou en tout cas je me fais démissionner. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, et on l'a dit, je pense là pendant un bon quart d'heure, c'est un péché véniel cette histoire. Simplement, quand vous avez pris la loupe et que pendant des semaines et des mois, vous avez mis la loupe sur l'exemplarité, que vous avez fait de votre programme présidentiel ou législatif, c'est la pierre angulaire, fait de cette question la pierre angulaire. Quand vous vous retrouvez pris la main dans le pot de confiture, c'est un peu comme François Fillon d'ailleurs, qui lui-même avait fait campagne. Et là, j'ai deux exemples. Un récent, en février 2017, il est invité de Jean-Jacques Bourdin, Ferrand, et il dit à propos de Pénélope Fillon, il dit non mais attendez, c'est absolument incroyable, on ne doit jamais embaucher sa femme et ses enfants à l'Assemblée nationale. Bon, et il sait que quelques mois, quelques années avant, il a fait la même chose avec son fils. Ça n'est pas du tout les mêmes sommes. Moi, ça ne me choque pas qu'on emploie sa femme, ça ne me choque pas qu'on emploie son fils, mais qu'on vienne pas pérorer sur les plateaux de télévision pour dire ah non, jamais ça, je ne ferai jamais ça de ma vie. Bon. Deuxièmement, c'est un peu rapide ce que je veux dire, mais pendant la Révolution française, le grand inquisiteur, le grand guillotineur, c'était Robespierre. Pour un oui, pour un non, il envoyait tout le monde à l'échafaud parce que vous aviez des suspicions d'avoir du sang bleu, parce que vous étiez un ennemi de la Révolution. Moyennant quoi, quelques mois plus tard, ces mêmes arguments, on les a retournés contre lui et est parti se faire raccourcir. Je ne voudrais pas qu'il en soit de même sur un plan plus politique, plus légal, avec M. Ferrand. Vous ne voudriez pas, à partir du moment où on dit ah non, là, on n'est pas sûr de sa moralité, on se demande s'il n'a pas, abusé de sa situation d'élu avec sa situation, avec un travail privé. Je ne voudrais pas que tout d'un coup on dise ah ben, M. Ferrand, vous avez vu ce que vous avez dit tel jour, telle date, vous êtes dans ce cas-là. Au revoir. Attention, la pureté finit par être dangereuse. Elle est dangereuse. L'absolue volonté de transparence. On en est un peu loin de la pureté. Non, sans déconner, on est un peu loin de la pureté là. On serait un pays scandinave aujourd'hui. On en serait à virer quelqu'un parce qu'avec la carte bleue effectivement du ministère, ils ont acheté des couches et une barre chocolatée. On pourrait dire attention à la pureté. J'entends Guénaud pareil sur RTL en train de dire attention la chasse à l'homme, etc. Ayons un petit peu de moralisation de la vie politique. Faisons en sorte effectivement que nos hommes politiques soient un peu à notre image, parce que moi, contrairement à madame, j'ai pas l'impression que le français est fraudeur. Le français adore le système D. Le français adore le système D. Le français, s'il peut carotter 2 € sur une note de restaurant, il le fera. Et c'est pas pour ça qu'on va mettre tout le monde dans les tôles. C'est comme ça. La question, Isabelle, je vous coupe, Isabelle. C'est un vrai mépris, madame. Mais c'est pas du mépris. C'est un vrai mépris. Mais non, mais je vous assure, parce que moi, je vais vous raconter un petit peu les choses.
chose, parce que je pense que ça n'arrive pas jusque dans vos quartiers. Quand on va dans le racisme social qui est absolument déplaisant. Mais peut-être que c'est déplaisant. C'est pas notre débat ce matin. Quand on va dans le Béarn. Est-ce que je peux vous couper 2 secondes? Mais je vous coupe 2 secondes parce que je change de sujet. Après, je vous redonne la parole. La question, c'est Richard Ferrand peut-il tenir maintenant? Non, mais il ne peut pas tenir. Mais c'est sûr qu'il ne peut pas tenir. Mais la question, c'est quand vous allez dans le Béarn, que vous allez voir des paysans avec des contrôles qu'ils ont en permanence. Surtout, je peux vous dire que vous voyez qu'effectivement, il y a 2 poids 2 mesures. Et qu'à ces gens-là, on est prêt à tout leur piquer, leur ferme comprise, quand ils font une erreur. Donc, si vous voulez, quand ces gens-là voient ce qui se passe en politique aujourd'hui, et quand ils nous entendent, vous n'apprenez rien. Vous n'apprenez rien du tout là. Mais donc, ne dites pas que les 3/4 des Français sont des fraudeurs et qu'ils ne méritent que les politiques qu'ils ont. Parce qu'ils méritent autre chose que les politiques. Je dis que la moralisation est dangereuse dans le sens où la pureté est dangereuse et que réellement tout le monde doit se regarder. On n'en est pas à la pureté, madame. On n'en est pas à la pureté. On n'en est pas du tout à la pureté. Si c'est pas la pureté, je vois ce que c'est. Non, on n'en est pas du tout là. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à importer effectivement un modèle qui soit un petit peu à l'image du modèle scandinave. C'est en accord avec ce qu'on dit. Isabelle, d'abord, on peut vous couper quand vous parlez. Parce que quand vous parlez, on ne peut pas vous couper. Donc, c'est un échange, nos plateaux. Moi, alors, là-dessus, on est la France. On n'est pas la Suède. On n'est pas la Norvège. On n'est pas un pays. Je dis pas ça. Non, c'est pas du tout ça que je dis. Je dis que le modèle scandinave du ministre qui est dans le métro, c'est pas le nôtre. C'est-à-dire que. Sera le nôtre. Mais est-ce qu'on peut. Non, mais Isabelle, soyez gentille, autrement, moi, je rentre chez moi dehors et puis je peux vous répondre. Ce qui, justement, a séduit dans la prise de pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est un certain niveau de la représentation du chef de l'État. Parce que c'est notre culture. Parce qu'effectivement, on vient de... on est la France. On a parlé au monde entier un moment. Donc, c'est dans notre ADN. Donc, on a un rapport avec nos élus qui n'est pas le même que le Suédois ou le Norvégien. C'est pas péjoratif pour le Suédois ou le Norvégien, ce que je dis. Mais vous voyez, il y a une certaine pompe. Il y a un certain... comment dire? Ben oui. Vous oubliez que c'est le projet d'Emmanuel Macron. C'est tout ce que je dis. La moralisation, c'est Emmanuel Macron. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il est arrivé seul devant le Louvre et il a justement donné des signes de ce qu'est un chef de l'État français. Voilà, je referme. La première loi qu'il va mettre en place, avant même les élections législatives, c'est cette loi de moralisation. Oui, mais c'est de la com. Non, c'est pas de la com. Mais bien sûr, c'est ce qui soudra sa majorité. J'aurais préféré qu'il s'attaque d'abord à la loi travail, mais la loi travail c'est tellement clivant, il y a tellement de pots de banane qui sont glissés sur le chemin qu'on la reporte opportunément et je pense intelligemment après les législatives. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met en avant la loi qui va fédérer le plus de gens possible, qui est la loi de moralisation de la vie politique. Manque de bol, pendant ce temps-là, il y a un ministre qui a mis un petit doigt dans le pot de confiture. Hashtag 20h-foot, je donne juste, parce qu'il y a beaucoup, vous faites réagir, hein, Isabelle. Pas 20h-foot. Est-ce que j'entends ma jeune Sacomano? Vous êtes gentil quand même. Hashtag heure des pros. C'est Hubert Vanderbruck qui dit cette chose formidable. J'ai passé 21 ans dans une société américaine et si j'avais privilégié un membre de ma famille pour un stage, j'aurais été éjecté. Et bien sûr. Donc c'est normal, vous êtes d'accord. Voilà, il y a un moment, il faut quand même qu'on arrive à se... Oui, c'est pas la même culture. Voilà, la même culture. Voilà, et alors vous avez... Donald Trump nomme son gendre dans un poste extrêmement influent et important à la Maison-Blanche. Que je sache, les Américains... mais les Américains ne sont pas descendus dans la rue. C'était un scandale. Et pourtant... Oui, ce que j'ai dit, vous disiez que cette loi, c'était un coup de com'. Oui. Nous, là, on a été reçus par Monsieur Bayrou lundi, donc le président d'Anticor a eu une entrevue avec lui. C'est la première fois qu'on est reçu en amont d'un projet de loi, aussitôt. Bon, tout va aller très vite, mais aussitôt, oui, c'est très positif. Oui, c'est pas de la com, là, Jérôme. Vous réduisez ça, c'est pas bien. Je vais pas dire que c'est pas bien. Il y a une convergence de toutes les associations. Il y a le rapport d'Ozière. Il y a un accord général qui est assez partagé par le garde des Sceaux qui est cette loi, il l'avait promise quand il a rallié Macron. On peut se féliciter de le faire, mais vous voyez bien qu'elle est mise en majesté comme première loi du quinquennat. C'est normal, Jérôme, puisque les gens veulent... le public très bien aujourd'hui. Mais il y a d'autres lois aussi qu'on pouvait faire passer en premier. Je ne dis pas que c'est pas bien, au contraire. On attendait ça, il a été élu pour ça. Le public est sensible à ces questions. Moi, je pense qu'il y a une grosse question de timing parce qu'il veut faire passer le truc avant les élections législatives, sachant qu'il y a une grosse partie des parlementaires qui vont nous quitter à cause de la loi sur le non-cumul des mandats. Oui, mais le Parlement ne se réunit pas avant les législatives. Élise, ils vont nous quitter, c'est la façon Robespierre, vous voulez dire, ils vont quitter l'Assemblée nationale. Bon, dernière partie de notre dossier. Est-ce que politiquement il peut tenir? Est-ce que Macron va le lâcher? Parce que moi j'ai l'impression que le film, on le connaît. C'est-à-dire qu'il partira.
Voilà, alors ça va mettre 2 jours, 3 jours, 5 jours, 8 jours, mais je peux me tromper, hein. Mais j'ai l'impression qu'à un moment, ça va être intenable et il va démissionner. Et je faisais un parallèle entre Fillon et Platini au départ. Et là, de la même manière, je fais un parallèle entre Ferrand et Fillon. J'ai l'impression que c'est exactement les mêmes affaires et que ça se termine toujours mal. Charlotte Dornelas. Est-ce qu'il va tenir? J'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Non, mais est-ce qu'il peut tenir politiquement? Politiquement, c'est difficile. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qu'il a été, à tout ce qu'il a dit, etc. C'est difficile de tenir. Après, est-ce qu'il va le faire quand même? On verra. Est-ce qu'Emmanuel Macron, au nom de ce qu'il a dit durant la campagne, doit le lâcher? Je pense qu'il n'interviendra pas là-dessus. Fût-il son ami? Précisément, comme vous l'avez dit, Emmanuel Macron a pris un peu de hauteur et il a refusé de commenter cette affaire depuis le début. Je ne sais pas s'il le fera. Et honnêtement, vu les 10 jours qu'on vient de passer, ça m'étonnerait un petit peu qu'il intervienne. Bon, sauf si ça prend des proportions pas possibles. Mais moi, je voudrais juste réagir sur votre phrase de dire les Français sont sensibles à cette question, ça les intéresse. Je crois qu'on les a rendus sensibles à cette question, notamment pendant la campagne présidentielle. On les a rendus extrêmement sensibles à cette question. Et moi, quand j'entends, le Français moyen peut pas s'offrir de SCI. Bon, moi non plus, d'accord. Mais à la base, évidemment, en fait, on n'a pas tous les mêmes revenus, on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas non plus tous les mêmes responsabilités, etc. Moi, je pense que la moralisation de la vie politique, il faut qu'elle se fasse sur le fond. Il y a un moment où les Français, quand vous parlez de la vie politique, alors maintenant ils sont sensibles à ces questions-là parce qu'ils ont été abandonnés sur la question politique. Mais au début, les Français ils disent mais on est en permanence trahis sur quoi? Sur je l'ai élu pour ça et il l'a pas fait, mais sur le fond, sur la politique. Et moi, ce qui me fait peur. Oui, mais là on voit un comportement et c'est ça qui aujourd'hui peut choquer. C'est-à-dire qu'on découvre, c'est toujours pareil. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a vu avec l'affaire Fillon. On découvre des manières de faire qui choquent le public. Ça nous choque parce qu'on n'en attend même plus rien sur le plan politique, alors qu'à la base ils sont faits pour ça. Et sauf que là, il y avait un espoir, manifestement, il y avait un espoir, une volonté de dire les pratiques anciennes, on ne fait plus ça. Et à la première exemple qui arrive, on a l'impression que c'est comme les gens vont dire finalement ils sont tous, d'où l'exemplarité, c'est pour les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que sur la question de la moralisation de la vie politique, on risque d'institutionnaliser tout ce qui a été exécrable dans cette campagne, c'est-à-dire la disparition du politique pour ce qu'on a appelé le gouvernement des juges, c'est-à-dire que finalement, à la fin de la campagne, c'est les juges qui décident, préalablement les journalistes, les associations qui décident de poursuivre ou non, et le politique disparaît totalement. C'est la disparition. Je suis tout à fait d'accord. Sophie Obadia. Tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, l'essentiel, c'est-à-dire le politique, est un peu mis de côté. Et je rappelle que là, il n'y a pas d'affaire pénale, donc on n'est même pas en train de parler de présomption d'innocence. On est au-delà. On n'est pas dans une affaire pénale. Moi, je veux bien qu'on aille chercher des poux dans la tête de tout le monde sur toute la manière de faire. Imaginons qu'on n'ait pas su quelle était sa compagne, mais qu'elle ait été une ancienne maîtresse et qu'il avait eu une relation avec elle avant. Qu'est-ce qu'on ferait? Je veux dire, on est en train de vraiment, à mon sens, s'égarer. On va trop loin, nous allons trop loin. Et je ne crois pas qu'il va démissionner, parce que s'il démissionne pour ça, alors ça va être intenable. Ça va être très, très compliqué d'avoir des dirigeants politiques dignes de ce nom, c'est-à-dire qu'on aura finalement, alors même pas comme dans les pays du Nord, on aura des représentants politiques qui n'auront rien fait avant, ils n'auront eu aucune responsabilité avant d'entrer dans la vie politique. Ça n'a aucun sens. Voilà ce que j'en pense. Pourquoi voudriez-vous que les gens vertueux n'aient rien fait avant, quoi? Je veux dire, franchement, je comprends pas. C'est pas parce qu'on a une responsabilité. J'imagine que ça doit vous faire réagir. Isabelle Saporta. Mais non, mais voilà, c'est parce qu'on a des responsabilités qu'on est obligé, on peut se comporter de façon un petit peu vertueuse. Mais regardez, on lui c'est reproche absurde ce que vous dites. Mais non, parce qu'on lui reproche même, s'il n'y avait pas eu cette histoire avec sa femme, on lui reproche même d'avoir embauché son fils 3 mois payé au SMIC. Mais non, mais le problème, il n'est pas là. Le problème, vous voyez bien qu'il n'est pas là. C'est qu'effectivement, Pascal Praud a raison. C'est qu'il y a un problème, effectivement, entre la prise de parole politique, ce que vous dites en disant quand Fillon se fait avoir avec ses enfants, en disant mais jamais ça n'arrivera chez moi, et qu'on se rend compte que si. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les sommes n'ont rien à voir dans un cas comme dans l'autre. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, effectivement, de fait, quand vous regardez de loin cette histoire, vous vous dites donc effectivement je suis là, je suis en poste, je donne ça à manger à ma compagne, ça à un tel, c'est vrai que c'est tout à fait détestable. Et moi je ne vois pas pourquoi en France on n'arriverait pas à se débarrasser une fois pour toutes de tous ces palais de la République, les mettre dans un bon immeuble là, qui soit bien effectif, où ils travaillent, et qu'on rentre dans quelque chose d'un peu clean. Bienvenue en Corée du Nord. Bienvenue en Corée du Nord. Ça n'a rien à voir avec la Corée du Nord. Mais ça n'a rien à voir avec la Corée du Nord, ça a à voir avec le fait... Vous travaillez, je veux dire, nos cadres dirigeants travaillent à la Défense dans des immeubles qui sont faits pour ça, pour bosser. Et voilà. Mais non, mais moi je crois qu'on en meurt en fait de toute cette espèce de truc là, de palais présidentiel, etc. Il faut arrêter ça. Mais ça n'a rien à voir avec la jalousie. C'est un poison. Mais ça n'a rien à voir avec la jalousie. Quel est le rapport avec le palais présidentiel, Isabelle Saporta? Mais si, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans quelque chose. Dans un HLM à Courneuve. Mais ça n'est pas un HLM, ça n'a rien à voir. C'est être
effectif au travail et effectivement arrêter d'être pardon, mais là, les mauvais comportements, c'est pas une fatalité. On a aussi plein d'élus qui se comportent bien, faut le rappeler. Oui, mais je suis parfaitement d'accord. Mais vous, ce que vous remettez en cause, c'est alors que les gens sont très sensibles à ça, me semble-t-il. Moi, j'ai rien pour vous le prouver. Je crois qu'ils en ont marre, les gens. Je suis d'accord avec vous, mais si je peux ôter Isabelle, voilà. Je pense que les gens sont très sensibles à la représentation du pouvoir en France et qu'ils aiment, je l'ai dit tout à l'heure, une forme de solennité du pouvoir. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et j'ai le sentiment au contraire que les palais présidentiels, il suffit de voir quand l'Élysée ouvre ses portes une fois par an, il y a la queue sur 10 km et tout le monde a envie de voir ce pouvoir. Quand ce sera un musée, on pourra y aller tous les jours. Bon, Jérôme Béglé. Je suis sur le fond d'accord absolument avec Sophie Obadia. Ce qui s'est passé n'est pas bien, c'est un péché véniel, mais de là à mettre une balle dans la tête, du ministre, il ne faut pas exagérer. Oui. Mais je mets deux petits bémols. Pardonnez-moi, vous êtes parce qu'au départ, vous nous avez dit 3 coups de pouce, et puis maintenant, en fin de débat, vous me dites... Dès le début, je dis que c'était véniel. Mais je mets 2 petits bémols. Premièrement, alors c'est quoi ? À partir du moment où vous avez, pendant votre campagne électorale, mis le focus là-dessus, et que vous êtes pris dans le mensonge, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Par ailleurs, imaginez que moi, je donne toute la journée publiquement des cours de diététique en disant il faut manger macrobiotique et vous me retrouviez attablé devant une côte de bœuf, j'aurais un petit peu perdu mon crédit à vos yeux. Et j'aurais moins le droit derrière d'aller pérorer sur le plateau de télévision en disant manger des légumes et surtout pas de viande. Richard Ferrand, il est un peu dans cette situation-là. S'il reste au gouvernement, sa parole, quelle qu'elle soit, va être un peu abaissée, un peu galvaudée. La polémique a commencé mardi soir, on est vendredi matin. Si lundi, on en vient encore à parler de la même chose, je pense qu'il faudra que le président et le Premier ministre interviennent. Oui, et votre pronostic ? Votre intuition ? Mon intuition, c'est que si le canard enchaîné a encore, comme je le pense, comme je le crains, comme je le crois, un ou deux petites révélations à faire mercredi prochain, c'est terminé. Vous le croyez ou vous le savez ? Je ne le sais pas. Mais on sait comment fonctionne le canard enchaîné. Mais ça pose un problème, mais ça pose un problème légal. L'histoire le premier jour. Non, mais ça pose un problème légal. Le canard enchaîné, ce n'est pas le parquet, encore une fois, et normalement, on n'a pas à faire la pluie et le beau temps en fonction de ce qui l'arrange et de la date qui l'arrange. Pluie et le beau temps, c'est encore quand même un problème. C'est un problème, un réel problème. Non, ils ont fait une élection, c'est pas eux. Les journalistes font leur travail. Pourquoi ça pose un problème, les journalistes ? À quel moment ? Là, nous parlons d'une affaire de 2011. À quel moment on sort on en parlait d'une affaire. Si François Fillon nous écoute ce matin, je dois dire, moi on me parlait d'une affaire de 89. Exactement. Il y a 4 mois, on disait le canard enchaîné roule pour la gauche et veut faire tomber la droite. Et là, on dit le contraire. Donc, à la fin, ils ont quand même une rectitude. Il faut rester dans l'entre-soi, surtout que ça ne se sache jamais. Mais sortons les informations en temps et en heure. Non, sortons les informations en temps et en heure. Pas à des moments toujours critiques qui nous empêchent de travailler effectivement sur le plan politique. Vous avez raison. Pendant ce temps-là, rien. Écoute, on dirait que c'est toujours la responsabilité des autres. C'est la responsabilité des Français. Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'on a une campagne entière, un pays dans un état pitoyable. Il n'y a pas un seul sujet de fond pour que la France aille mieux qui a été abordé pendant cette campagne. On en est arrivé à la fin à parler des costards de François Fillon et là du fils de 18 ans de Richard Ferrand. Mais au bout d'un moment, c'est pas le problème. Ça ne remontera jamais les chiffres du chômage, ça n'empêchera pas le prochain attentat parce que c'est quand même ça le sujet de fond, c'est ça leur métier. Et quand vous dites il faudrait qu'ils se mettent à bosser, mais évidemment et justement. Et là on empêche tout le monde de bosser. En attendant, personne ne travaille. Il y a d'autres sujets dont on peut parler, par exemple la loi sur la moralisation de la vie publique. Il y a aussi la question des lobbying. Donc, mais vous-même, vous avez une position vous-même, vous avez une position particulière. Je rappelle que vous représentez ici Anticor, c'est que vous-même vous dites qu'il n'y a rien d'illégal et on ne poursuit pas. Donc je vous trouve aussi sur une position un peu en disant c'est une non-affaire. Effectivement, je suis ici aujourd'hui, je suis également avocate. Je vous le dis, c'est probablement une non-affaire sur le plan juridique, mais c'est pas une non-affaire sur le plan moral. Et on est dans un contexte où M. Macron nous a promis de faire un grand ménage. D'accord. Donc pour vous, moralement, c'est répréhensible. Absolument. Ça vous choque moralement ? Oui, absolument. Oui, mais vous l'avez pas dit depuis le départ de ce débat. C'est la première fois que vous le dites comme ça. Ah oui, mais ça vous choque moralement. Ça crée une suspicion légitime. D'accord. Et pour vous, il devrait de notre nouveau ministre. Et pour vous, il devrait par exemple démissionner. Ah oui, on l'a dit à Anticor, il faut. Ah ben non, mais vous l'avez au départ, vous étiez un peu plus, me semble-t-il. Bon, alors. Oui, c'est parce qu'on parlait d'un plan juridique, donc évidemment, si on parle d'action en justice, non, il n'y a pas de. Donc on explose. Anticor va dire le bien et le mal dans la morale. Oui, c'est ça. Anticor n'est plus
se base plus uniquement sur des textes juridiques, sur ce qui est la loi et pas la loi, mais moralement ça va pas. Mais oui, il est où le code moral? J'aimerais bien le lire parce que ça m'intéresse. C'est Monsieur Macron qui l'a mis sur la table. J'aimerais bien qu'on l'écrive, ça m'intéresse de savoir. Article 1 du code moral, vous n'avez pas le droit de faire ça. Article 2, il faut faire ci. Alors vous êtes franchement très nombreux, et tout le monde a son avis, vous représentez chacun, et c'est le but de ces plateaux et une tendance. C'est Hubert van der Bruck que j'ai cité tout à l'heure qui dit Madame Obadia est la déesse de l'entre-soi. Ah, pas du tout. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Je dis qu'il y a le droit. Voilà, moi je reprends. Il n'y a pas d'entre-soi, non. Olivier de Carglier dit enrichir le patrimoine de sa famille par des petits coups de pouce lorsqu'on a des responsabilités politiques est immoral. Oui, quand on est conseiller régional. Mais il avait des responsabilités politiques. Oui, conseiller régional. D'accord. Mais on a séparé le cas Ferrand, me semble-t-il. Bon, voilà. Pas encore député. Bon, écoutez, Merkel rentre chez elle tous les soirs. Le budget de l'Allemagne est pourtant bénéficiaire. Elle rentre chez elle tous les soirs. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de palais. C'est ce que veut nous dire très certainement cet intervenant qui s'appelait Gold 66. Vraiment, ça fait réagir. Et je le dis tous les matins, mais c'est pourquoi on parle de ces sujets-là. C'est parce que chacun a un avis. Chacun a un avis sur ce sujet. Et vraiment, c'est bien de pouvoir en parler, comme on a fait ce matin, avec des positions, j'espère, contradictoires et différentes. La morale, vaste débat. Effectivement, l'info va se poursuivre sur CNews. Merci.